Quand on regarde le ciel la nuit, on peut voir des milliards d'étoiles. On ne peut alors s'empêcher de penser que forcément, quelque part dans l'univers, une autre forme de vie existe. Aujourd'hui, les scientifiques sont plus près que jamais d'apporter des réponses à nos questions. Grâce à cet instrument, baptisé Kepler, ce télescope spatial traqueur d'exoplanètes est l'un des plus puissants jamais construits. Il y a un nombre prodigieux de planètes dans l'univers. Sa mission, découvrir des sœurs jumelles de la Terre. C'est la première fois qu'on trouve une planète semblable à la Terre et qui orbite autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Les chercheurs tentent aujourd'hui de déterminer quelle forme de vie pourrait exister à la surface de ces planètes. Dans un océan spatial, sur une Terre où le Soleil ne se couche jamais, ou dans un monde similaire au nôtre. Cet engin spectaculaire pourrait nous permettre de répondre à cette question fondamentale. Y a-t-il au-delà de notre système solaire d'autres planètes habitables ? Les extraterrestres existent-ils? Y a-t-il une autre forme de vie ailleurs dans l'univers? Voilà des questions auxquelles chacun aimerait pouvoir répondre. En particulier Chris McKay, astrobiologiste à la NASA. Ce décor traduit une fascination pour les extraterrestres. Je la partage. Je recherche une forme de vie extraterrestre. Je cherche à savoir si le processus qui a mené à l'apparition de la vie sur Terre et au développement de formes de vie complexes a pu se produire ailleurs. Les gens qui ont créé ce décor pensent avoir la réponse. Voici leur version. Mais la question qu'ils posent est au fond la même que la mienne. Sommes-nous seuls dans l'univers ? La recherche de vie extraterrestre ne relève plus de la science-fiction. Trouver E.T. semble désormais à portée de main, et ce grâce à un instrument unique au monde. Cap Canaveral en Floride. D-5, 4, 3, 2, start, 1, 0. À bord de cette fusée se trouve le chasseur de planètes le plus perfectionné jamais construit. Sa construction a coûté plus d'un demi-milliard de dollars et a pris 25 ans. Son nom, le télescope spatial Kepler. Prévu pour durer 7 ans, sa mission consiste à trouver de nouveaux mondes susceptibles d'abriter la vie. L'astrophysicienne Nathalie Batalla suit le projet depuis ses débuts. Ça a été vraiment magique de le voir décoller. Se dire qu'après toutes ces années de préparation, il partait enfin. Il montait dans le ciel. Ça a été un moment fabuleux. Un mois plus tard, le 7 avril 2009, Kepler livrait les premières photos prises lors de sa chasse aux exoplanètes. La sonde largue son couvercle de protection. Nathalie Batalla est l'une des premières personnes sur Terre à découvrir le spectacle. Voici la première image de Kepler.
Elle nous est parvenue à la NASA environ 24 heures après l'éjection du couvercle de protection. Presque tout le monde était parti, sauf moi. J'étais restée. Quand l'image s'est formée sur mon écran, ça m'a fait penser à du champagne. Toutes ces étoiles, on aurait dit de petites bulles. C'était absolument grandiose. Et je me suis sentie un peu coupable de profiter toute seule de cet instant à 9 h du soir. Chaque minuscule point correspond à une étoile. Kepler était braqué sur une petite portion de ciel près de la constellation du Cygne. Une région que l'on peut voir à l'œil nu en été lorsque le ciel est dégagé. Le champ de vision de Kepler est une région céleste qui fait à peu près la taille de ma main ouverte si je tends le bras. Dans cette portion de ciel, il y a 4,5 millions d'étoiles. Et ce n'est qu'une fraction de notre galaxie. Ce ne sont pas cependant les étoiles que Kepler traque, mais bien les planètes en orbite autour d'elles. Seul problème, le télescope ne peut pas voir les planètes, car celles-ci sont bien plus petites et bien moins lumineuses que les étoiles. Elles sont donc masquées par leur éclat. Grâce à ce projecteur, nous allons comprendre pourquoi. Imaginons qu'un papillon vole dans la lumière du projecteur. Est-ce qu'on peut le voir? Non. Même s'il réfléchit une petite fraction de la lumière émise par le projecteur, elle est bien trop faible pour être perceptible. Pourtant, il existe une solution. Lorsque le papillon passe devant le projecteur, une petite partie de la lumière qui aurait dû nous parvenir est bloquée. On peut donc détecter le papillon en mesurant précisément cette infime variation d'éclat du projecteur. Plus le papillon est gros, plus il bloque de lumière et plus l'éclat s'atténue. C'est comme ça qu'on peut détecter de petites planètes en orbite autour d'autres étoiles et mesurer leur taille. Pour détecter des planètes, Kepler doit surveiller en permanence des milliers d'étoiles. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle en atténue l'éclat pendant un très bref laps de temps. Sur le papier, sur la courbe de lumière de l'étoile, cet événement se traduit par un creux. Or, dès le départ, Kepler a détecté une variation d'éclat de certaines étoiles. En seulement 6 semaines, le télescope localise 5 nouvelles planètes. En particulier Kepler 7b, une géante gazeuse plus massive que toutes celles de notre système solaire. Au fil des mois, les découvertes s'accélèrent. En juin 2010, 15 mois après son lancement, le télescope a répertorié plus de 700 planètes potentielles. Avant, il fallait des mois pour en trouver une. Grâce à Kepler, on en détecte désormais près de 2 par jour. Et ce n'est qu'un début. Très vite, le satellite va trouver ce qu'il cherche. Des mondes susceptibles d'accueillir la vie. Le télescope spatial Kepler a été conçu pour répondre à des questions fondamentales. Combien y a-t-il de planètes dans notre galaxie et combien seraient à même d'abriter la vie? En seulement 1 an, le satellite en a découvert plus de 700, un nombre sans précédent. Il y a un nombre prodigieux de planètes dans l'univers. Ici, on n'en voit qu'un petit échantillon. Leur taille varie de la moitié du rayon de la Terre à plusieurs fois celui de Jupiter. Certaines de ces planètes sont très étranges.
en 2011, Kepler découvre un monde qui évoque l'enfer. Kepler 10b est une planète calcinée. Elle possède un océan plus grand que le Pacifique, mais ce n'est pas un océan d'eau, c'est de la lave fondue. La face éclairée présente une température de surface supérieure à celle requise pour la fusion de l'acier. C'est une vraie boule de feu. Quelques mois plus tard, en septembre, le satellite découvre Kepler 16b. Cette planète ne tourne pas autour d'une, mais de deux étoiles, tout comme la planète de Luke Skywalker dans la Guerre des Étoiles. Une des planètes de Kepler a été surnommée Tatooine, parce qu'elle tourne autour de deux étoiles comme dans Star Wars. Si on pouvait s'y rendre, on verrait deux soleils monter et descendre dans le ciel à différentes heures. Un casse-tête pour les astronomes. Ces planètes sont fascinantes. Ce ne sont pas de simples mondes extraterrestres, mais des planètes potentiellement habitables que doit localiser Kepler. Quelles sont donc les conditions nécessaires à l'apparition de la vie? Pour répondre à cette question, il faut observer le seul berceau de vie connu à ce jour. La Terre. On sait que la Terre est habitable, puisque habitée. Et on ressent le besoin de trouver une autre planète semblable ailleurs dans l'univers. L'humanité s'est lancée à la recherche de la vie. L'objectif de Kepler est avant tout de déterminer s'il existe des planètes comme la Terre, où on sait que la vie s'est développée. Quelle est donc la particularité qui fait de la Terre un milieu propice à la vie? Chris McKay a étudié la question pendant des années et il n'a identifié qu'un seul élément essentiel à la vie sur Terre. On n'a trouvé aucun organisme sur Terre qui puisse vivre sans eau liquide. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir cherché, que ce soit dans les régions les plus chaudes comme dans les plus froides. La vie telle que nous la connaissons est donc impossible sans eau liquide. Par chance, l'eau est composée de deux des éléments les plus abondants dans l'univers, l'hydrogène et l'oxygène. On a même détecté de la vapeur d'eau dans les nuages de gaz de l'espace lointain. Mais l'eau liquide est plus difficile à trouver, car elle n'est présente que dans des conditions de température bien particulières, comme sur la Terre. Le Soleil est comme un feu. Il procure de la lumière et de la chaleur. Et c'est grâce à cette chaleur que l'eau est maintenue à l'état liquide sur notre planète. Si la Terre était trop loin du Soleil, l'eau serait gelée. Si elle était trop près, l'eau serait sous forme de vapeur. Elle doit être pile dans la zone où l'eau se présente sous forme liquide. C'est ce qu'on appelle la zone habitable, ni trop chaude ni trop froide, juste à la bonne température. La mission de Kepler, dans cette zone d'habitabilité, est de trouver une planète par rapport à son étoile. Un élément clé est la vitesse à laquelle la planète orbite autour de cette étoile. Quand une planète est très proche de son étoile, elle en fait rapidement le tour. La période de révolution est courte. Elle peut accomplir un tour en seulement quelques semaines. Lorsqu'elle est plus éloignée, sa période orbitale est plus longue. Une planète effectuant une révolution en 7 jours sera très proche de son étoile et très chaude. Une planète accomplissant une révolution en 10 ans sera très éloignée et très froide. Les scientifiques recherchent une planète dont la période serait équivalente à celle de la Terre, soit approximativement 1 an. Mais pour confirmer l'existence d'une planète, il faut pouvoir observer au moins 3 transits, ce qui implique de collecter des données pendant des années. Mois après mois, Kepler poursuit sa surveillance. Enfin, le 5 décembre 2011, ses efforts sont récompensés. Kepler a découvert sa première planète dans la zone habitable, Kepler 22b, située à plus de 600 années-lumière.
Kepler 22b confirmait pour la première fois l'existence de planètes à la bonne température. Elle est dans la zone habitable. Elle tourne autour d'une étoile semblable à notre Soleil, une étoile de type G. Et son orbite est similaire à celle que la Terre décrit autour du Soleil. Sa période orbitale est de 289 jours, presque 290. Cette planète pourrait présenter une température proche de celle de la Terre. Il se pourrait même que la vie s'y soit développée. Mais pour savoir sous quelle forme, nous devons déterminer de quel type de planète il s'agit. Dans notre système solaire, il existe deux familles de planètes. Les géantes gazeuses, comme Jupiter et Neptune, qui n'ont pas de surface solide, et les petites planètes rocheuses, comme la Terre. Kepler 22b est entre les deux. Mesurant environ 2,5 fois la taille de la Terre, elle est plus grosse que toutes les planètes rocheuses que nous connaissons, mais plus petite que les géantes gazeuses. À quoi peut-elle donc ressembler ? Ce qu'on peut déjà dire, c'est que cette planète n'est sûrement pas entièrement solide. Ce n'est pas une grosse boule rocheuse. D'après nos recherches, toutes les planètes plus grosses que les planètes telluriques ont beaucoup d'eau et parfois aussi une atmosphère. Il y a donc fort à parier que Kepler 22b est une planète rocheuse avec un océan très dense, très profond. Si c'est le cas, Kepler 22b serait entièrement recouverte d'eau. Un monde rêvé pour les adeptes de la pagaie. Mais que verrait-on en se promenant en kayak à la surface de cette planète océan ? Si vous faisiez du kayak sur Kepler 22b, en haut dans le ciel, vous verriez une étoile qui vous rappellerait notre propre Soleil. Une étoile tirant sur le jaune et faisant à peu près la même taille que le Soleil. Ce qui est intéressant, c'est que la densité de l'eau serait approximativement la même sur Kepler 22b que sur la Terre. Il n'y aurait pas vraiment de différence. La gravité à la surface de la planète serait peut-être un peu plus forte ou un peu plus faible, mais pas tellement. Pourtant, sous la surface de l'eau, cet océan ne ressemble à rien de connu. L'océan aurait des milliers de kilomètres de profondeur. On ne pourrait pas aller explorer les fonds marins parce qu'ils seraient trop éloignés. Malgré tout, Kepler 22b pourrait bien réunir les conditions essentielles à la vie, de l'eau liquide et de l'énergie fournie par son Soleil. Et son océan très profond pourrait abriter un écosystème entier. Mais quel genre d'écosystème au juste ? De nombreux scientifiques pensent que nous pourrions trouver sur d'autres planètes des processus existants sur Terre, comme la photosynthèse réalisée grâce à l'énergie solaire. Une fonction fondamentale que les êtres vivants doivent être capables d'assurer, c'est la collecte de l'énergie dont ils ont besoin. La lumière du Soleil est une source d'énergie tellement abondante ici sur Terre, et sur toute autre planète en orbite autour d'une autre étoile, qu'on peut s'attendre à ce que la photosynthèse, et donc les plantes, soient relativement communes dans notre galaxie. Se pourrait-il donc qu'il y ait des plantes dans ce monde aquatique? Si tel est le cas, elles ont dû se débrouiller pour pousser sans terre. Sur une planète océan, le principal défi pour des plantes serait d'arriver à flotter. Elles ne pourraient pas se laisser couler trop profondément. On peut imaginer par exemple des vésicules remplies de gaz qui feraient office de flotteurs. Ces végétaux pourraient alimenter une forme de vie animale. Mais à quoi ces animaux pourraient-ils ressembler? Jeff Marcy nous en dresse le portrait. Les lois de la physique nous fournissent de premières indications. Toute espèce vivant sur une planète océan en orbite autour d'une étoile va chercher à se déplacer rapidement et aura donc une forme hydrodynamique. Elle aura besoin d'un système de propulsion, des nageoires. Il lui faudra collecter des nutriments. Elle aura donc une sorte de bouche et elle aura probablement besoin de voir. Elle aura donc des sortes d'yeux.
Cette idée peut sembler un peu géocentrique, mais la vie extraterrestre pourrait bien avoir des caractéristiques qui rappellent celles de la vie sur Terre. Les extraterrestres pourraient-ils ressembler à cela? Ces animaux nous semblent vaguement familiers. Et c'est dû à un mécanisme appelé évolution convergente. Ces deux animaux se ressemblent beaucoup. Ils ressemblent à des hérissons. Mais en fait, seul celui-ci est un hérisson. Il essaye de s'évader d'ailleurs. Cet animal-là appartient à une lignée évolutive bien distincte. C'est un tenrec, un mammifère insectivore. Le tenrec est en fait plus proche de l'éléphant que du hérisson. Ça montre que, même au sein de deux lignées évolutives très différentes, la sélection naturelle face à un problème de survie comme éviter d'être dévoré par un prédateur conduit à l'adoption d'une solution convergente. Deux animaux sans lien de parenté aucun peuvent donc finir par acquérir une apparence similaire, à l'image des dauphins et des poissons qui ont adopté une forme semblable. Sur une exoplanète, les mêmes mécanismes évolutifs ont pu conduire à l'apparition d'animaux ayant l'apparence de poissons. Il y aurait des poissons herbivores qui grignoteraient ces végétaux et d'autres poissons qui mangeraient ces herbivores. On aurait donc des proies et des prédateurs. Certaines caractéristiques des prédateurs terriens pourraient se retrouver chez les prédateurs de cette planète. Les chasseurs solitaires sont en général plus gros que leurs proies. Ils ont une vue perçante et leurs dents sont acérées. Mais il y aura probablement aussi des différences. Sur Terre, les poissons sont pourvus de mâchoires qui s'ouvrent verticalement. Mais elles pourraient tout aussi bien s'ouvrir latéralement. Comme sur la Terre, la lutte entre chasseurs et proies contribue à guider l'évolution. Pour nous, ce monde dénué de sol est bien peu accueillant. On ne risque pas d'y trouver de petits hommes verts. Mais Kepler va bientôt repérer une planète offrant des conditions plus propices à la vie terrestre. Grâce à Kepler, une sonde révolutionnaire, nous sommes plus près que jamais de découvrir si E.T. existe réellement. Nous avons déjà détecté des centaines d'exoplanètes dans notre galaxie, et l'objectif des chercheurs est de localiser une planète d'une taille comparable à la nôtre. Car c'est sur une telle planète qu'on a le plus de chances de trouver des océans et des continents. Le 28 février 2012, près de 3 ans après le lancement de Kepler, la NASA annonce la découverte d'un millier de planètes potentielles. L'une d'elles est en orbite autour de l'étoile KOI 2626. Mesurant environ 1,5 fois la taille de la Terre, elle est plus petite qu'une planète océan et suffisamment petite pour être rocheuse. Mais il y a un problème. Cette planète n'est pas en orbite autour d'une étoile comme notre Soleil, mais autour d'un autre type d'astre très différent, une étoile naine. À l'école, on m'a dit que le Soleil était une étoile moyenne, ce qui est absolument faux. Notre Soleil n'est pas une étoile moyenne. La plupart des étoiles de la galaxie sont bien moins massives et produisent bien moins d'énergie que le Soleil. On appelle ces étoiles de très faible masse des naines de type M. Notre Soleil est de couleur jaune.
Il est très massif, très large, et en comparaison, ces naines M de faible masse sont toutes petites. Elles représentent 10 à 20% de sa taille, 10 à 20% de sa masse, et ne produisent qu'un millième de son énergie. Également appelée naine rouge, cette étoile est si peu brillante qu'on pourrait croire que sa planète est trop froide. Pourtant, elle est juste à la bonne température. Une étoile de type M émet nettement moins de lumière que notre étoile. Pour obtenir la même quantité de chaleur, il faut donc s'approcher plus près. Mais il y a quand même une zone habitable. Il suffit de s'approcher suffisamment près pour que la chaleur maintienne l'eau à l'état liquide. Mais la proximité d'une étoile peut engendrer une situation particulière. La gravité exercée sur le côté le plus proche de la planète est plus forte. Résultat, la planète présente toujours la même face à son étoile. C'est un phénomène que les astronomes appellent la rotation synchrone. Ce monde a donc un côté éclairé, toujours chaud, et un côté sombre, toujours froid. À première vue, la vie semble impossible sur une telle planète en raison de l'absence d'atmosphère. Quand on a proposé le modèle de planète en rotation synchrone, même dans la zone habitable, on s'est dit que du côté sombre, il devait faire très froid, au point que l'atmosphère s'était peut-être entièrement condensée. Tout le gaz carbonique normalement contenu dans l'atmosphère devait se présenter sous forme de glace, formant une gigantesque calotte polaire sur la face sombre, de la glace comme ce bout de glace carbonique. Mais Kevin Eng, spécialiste de l'atmosphère, n'est pas convaincu. Tel un météorologue de l'espace, il s'est mis en devoir d'étudier le climat de manière plus approfondie en modélisant l'atmosphère de planètes extrasolaires. À cet effet, il a exploité les informations que l'on possède sur les naines rouges. Et voici ce qu'il a obtenu. Vous voyez ici la carte des températures de surface. Là, au milieu, c'est la zone où la température est censée être la plus chaude. Cette différence de température entre la face chaude et la face froide a des conséquences importantes sur l'atmosphère. Ici, dans la zone sombre, l'air se refroidit et descend, s'étalant au sol sur toute la planète. Cet écoulement engendre un vent qui souffle à la surface jusqu'à la face chaude. Dans la zone de jonction, l'air s'échauffe et s'élève avant de regagner la zone froide. Si cette planète possède une atmosphère, elle est donc également caractérisée par un système de vent permanent. Ces vents atténuent les différences de température et empêchent l'atmosphère de geler, ce qui signifie que cette planète est peut-être habitable, avec une atmosphère stable et un climat agréable. On chercherait probablement à s'installer près de la ligne séparant la nuit du jour, ce qu'on appelle le terminateur, où la température est comprise entre 10 et 20 degrés. C'est un bon emplacement. Dans cette zone de transition, la vie serait étrange. On vivrait constamment à l'heure de l'apéro, à la lueur d'un soleil qui ne se coucherait jamais. Dans ce monde où le soleil ne se déplace pas, la face éclairée est trop chaude et la face non éclairée est trop froide et trop sombre. La vie n'est envisageable que dans cette zone où le soleil est perpétuellement sur l'horizon. En se plaçant ici et en regardant le ciel, on verrait une naine rouge, une étoile beaucoup plus rouge que le soleil vu depuis la Terre. Sur cette planète, tous les végétaux devraient s'adapter à ce coucher de soleil permanent. Sur Terre, les plantes captent la lumière du soleil grâce à la chlorophylle. Ce pigment vert leur permet d'exploiter la lumière jaune émise par notre étoile. Mais sur cette autre planète, les plantes auraient à absorber plus de lumière rouge et infrarouge. Les scientifiques pensent qu'elle serait probablement noire. Plus le pigment est foncé, plus il absorbe de lumière visible. En étant noir, ces plantes capteraient un maximum d'énergie solaire.
Pour les plantes, cette situation serait probablement plus facile à gérer, le fait que le Soleil soit immobile dans le ciel. Elles s'orienteraient vers le Soleil comme des panneaux solaires. Mais sur une planète en rotation synchrone, il y aurait également des vents violents permanents, soufflant toujours dans la même direction. La forme la plus adaptée serait donc peut-être celle d'un panneau plat. Les plantes seraient un peu plus flexibles pour permettre au vent de glisser sur leurs feuilles en forme d'éventail. Mais si cette planète abrite des plantes, pourrait-elle également héberger des animaux? Lewis Dartnell pense qu'on pourrait bien y trouver des espèces animales qui collectent les matières organiques produites par les végétaux. Sur notre planète, on a des organismes filtreurs, des animaux qui filtrent les particules ou les petits bouts de nourriture charriés par l'eau. Sur une planète comme celle-ci, on pourrait observer une stratégie similaire sur la terre ferme. Il pourrait par exemple y avoir des sortes de baleines terrestres. De même que nos baleines filtrent le plancton dans l'océan, ces grands animaux statiques essaieraient pour se nourrir de filtrer les particules apportées par le vent. Une telle tactique étant peu fructueuse, ces animaux devraient ménager leurs forces en laissant le vent faire tout le travail. En l'absence de prédateurs, le fait d'être immobile ne leur poserait pas de problème. Toutefois, ils ne seraient pas à l'abri d'un danger mortel. Les éruptions solaires. Ces étoiles peuvent être très actives. Elles sont beaucoup moins lumineuses que le Soleil, mais peuvent produire d'énormes éruptions. Un organisme vivant sur une planète exposée à ces radiations serait soudainement plongé dans un bain de rayons X et ultraviolets. Même si ces animaux avaient une peau épaisse couverte d'écailles, les radiations seraient trop intenses pour permettre à la vie de se maintenir sur la face éclairée. Et sur la face non éclairée? Malgré l'absence de lumière, Lewis Dartnell pense que la photosynthèse y serait peut-être possible. Peut-être trouvera-t-on même des organismes photosynthétiques se développant à la lueur de l'aurore, dans la partie plongée dans la nuit permanente. Peut-être y a-t-il juste assez d'énergie pour permettre à des formes de vie microscopiques de se développer. Toutefois, cette faible lueur ne peut guère convenir qu'à des organismes unicellulaires. Afin d'optimiser les chances de trouver des formes de vie complexes, Kepler doit repérer une planète qui ne soit pas en rotation synchrone. Une planète qui orbite autour d'une étoile semblable au Soleil, qui se trouve en zone habitable, qui soit rocheuse et enfin de taille comparable à la Terre. Or, malgré une abondante collecte, le télescope n'a pas trouvé la candidate idéale, du moins pas encore. Cette étoile porte le nom peu poétique de KOI 701. Début 2011, Kepler détecte à sa périphérie les signes de la présence non pas d'une, mais de 3 planètes. Dans ce système extrasolaire, la planète la plus extérieure semble se trouver dans la zone habitable. Mais la tâche des chercheurs est loin d'être finie. Avant de déterminer si cette planète est susceptible d'héberger la vie, ils doivent auparavant vérifier qu'elle existe bel et bien. Jeff Marcy s'attelle à la tâche à l'aide d'un énorme télescope situé à Hawaï. Dans quelques secondes, on va partir pour KOI 701. Notre travail est de vérifier si ces planètes existent. S'agit-il réellement de planètes ou s'est-on trompé quelque part? C'est parti. Direction KOI 701. Vous voyez les coordonnées du télescope qui changent? Le télescope du Mauna Kea pivote sur les coordonnées de KOI 701. Ah, la voilà. Là. Parfait. À en croire le scientifique, il s'agit bien d'une planète habitable, mais il y a un hic.
La troisième planète se trouve bien dans la zone habitable, mais c'est une grosse planète, comme 22B. Elle est probablement recouverte d'eau. L'équipe s'apprête à publier ses résultats lorsqu'un événement extraordinaire se produit. L'article sur 701.03 a été bouclé, bien emballé, avec un joli ruban autour, prêt à partir chez l'éditeur. Et là, on reçoit un mail d'un de nos collègues nous disant qu'il a repéré un autre signal intéressant dans les données. Le signal détecté à la dernière minute par le collègue en question pourrait se révéler la plus grande trouvaille de Kepler à ce jour. Autour de KOI 701 ne gravitent pas 3, mais 4 planètes. Et cette quatrième planète est juste au bon endroit et fait juste la bonne taille. On a examiné les données plus attentivement et il y avait bien une autre planète, en plein dans la zone habitable, et juste un peu plus grosse que la Terre. Kepler a trouvé la perle rare, une planète située dans la zone habitable et suffisamment petite pour être constituée d'eau et de roches, tout comme la Terre. On peut marcher dessus, c'est un sol rocheux. C'est la première fois qu'on trouve une planète semblable à la Terre et qui orbite autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Cette planète se trouve à plus de 1200 années-lumière. Même nos vaisseaux spatiaux les plus rapides mettraient plusieurs millions d'années pour l'atteindre. Mais c'est le monde le plus semblable à la Terre qu'on ait jamais découvert. Quand je pense à cette planète, j'en ai des frissons dans le dos. Un monde où la vie a toutes les chances de s'être développée. Le télescope spatial Kepler a donc détecté un monde suffisamment petit pour être rocheux, comme la Terre, et suffisamment chaud pour que de l'eau liquide puisse y exister. C'est une découverte extraordinaire. Tout comme la Terre, cette nouvelle planète est peut-être couverte d'océans et de déserts, de montagnes et de rivières. Peut-être abrite-t-elle des formes de vie aussi variées que notre planète. Des êtres ayant colonisé les océans, les airs ou encore la Terre. Toutefois, étant 40% plus grosse que la Terre, 701.04 sera différente sur un point. La gravité y sera probablement plus forte. Dans cet autre monde, tous les gestes qui nous semblent naturels ici sur Terre seront un peu plus difficiles à accomplir. Aussi, tous les organismes vivants devront s'adapter. Les animaux s'adapteront à la force de gravitation accrue. Ils développeront une ossature plus solide et des pattes plus larges pour supporter un poids plus important. On ne verra plus de pattes fines et légères. Sur 701.04, les êtres vivants pourraient même acquérir un plus grand nombre de pattes. Mais est-ce seulement possible ? Sur Terre, des animaux comme les araignées ou les crabes se déplacent sur 8 pattes. Mais les grands vertébrés sont bâtis différemment. Ils sont pourvus de 2 ou 4 pattes. Les grands animaux à 8 pattes peuvent-ils exister ? Bill Sellers est peut-être à même de répondre à cette question. Spécialiste en biomécanique, il étudie la façon dont se déplacent les animaux. À l'aide de simulations numériques, il a même reproduit la démarche des dinosaures. Pour un animal extraterrestre, on utilise la forme du corps pour créer la charpente du robot. On ajoute des moteurs pour faire bouger l'animal, puis on demande à l'ordinateur de déterminer quels sont les mouvements les plus efficaces pour cette forme donnée. Bill Sellers applique la même technique à une créature extraterrestre qui serait dotée de 8 pattes. Un tel animal pourrait-il exister et si oui, comment se déplacerait-il ? À l'aide d'un algorithme génétique, l'ordinateur génère des centaines de mouvements aléatoires avant de les tester. Au premier abord, les résultats sont peu convaincants. L'animal est censé avancer.
Mais comme vous le voyez, s'il ne synchronise pas bien ses mouvements, même s'il continue à bouger ses pattes, il perd toute sa vitesse et il se met à reculer de façon très instable. D'autres exemples d'échecs, par exemple celui-ci. La première paire de pattes trébuche, l'animal pique du nez, et comme le poids est concentré à l'avant, les pattes de derrière moulinent dans le vide. C'est là encore un échec total. Ce n'est pas un modèle viable. L'ordinateur sélectionne les meilleures séquences et génère de nouvelles variations. En répétant ce processus des milliers de fois, et après des semaines de calcul intensifs, on finit par inculquer la marche à notre animal extraterrestre. Une fois que le processus évolutif est terminé, on obtient cette démarche très stable, très efficace. Ce travail montre que cet animal à 8 pattes peut s'accommoder, mécaniquement parlant, d'une gravité plus forte. Il est donc possible que cette nouvelle planète semblable à la Terre abrite des animaux à 8 pattes capables de se déplacer à sa surface. Du fait de la gravité accrue, ces animaux présenteraient d'autres particularités. La gravité étant plus forte, il faut éviter d'avoir à se pencher en avant et à se redresser, pour ne pas avoir à lutter en permanence contre la gravité. Les herbivores broutant la végétation basse auraient donc une sorte de trompe, comme les éléphants, pour pouvoir se nourrir sans avoir à se pencher sans arrêt. Bien sûr, cette recherche n'en est qu'à ses débuts, et les scientifiques ne peuvent qu'émettre des hypothèses. Mais grâce à Kepler, on sait aujourd'hui qu'il existe d'autres mondes où des formes de vie se sont peut-être développées. Depuis Kepler, les découvertes d'exoplanètes se sont multipliées, mais ce qui réjouit particulièrement les chasseurs de planètes, c'est le nombre de mondes potentiellement habitables dans l'univers. Près de 900 planètes candidates sont ce qu'on appelle des super-terres. Le rayon de ces super-terres peut faire jusqu'à 2 fois celui de notre planète. Et cette moisson d'exoplanètes montre que ces petites planètes, des planètes comme la Terre, sont peut-être très répandues. C'est une avalanche de petites planètes. Un tsunami. D'après les données engrangées par Kepler, les scientifiques estiment qu'une étoile sur 6 possède une planète de la taille de la Terre. Il pourrait y avoir 17 milliards de terres potentielles dans notre seule galaxie. Nous vivons aujourd'hui un moment exceptionnel. Le télescope spatial Kepler a identifié plusieurs milliers de planètes. Et ce qui est frappant, c'est que certaines sont un peu plus grosses que la Terre et pourraient tout à fait avoir la composition adéquate, roche et eau, pour héberger la vie telle qu'on la connaît. Après une interruption d'1 an due à un problème technique, Kepler a repris sa mission de recherche d'exoplanètes qui devrait se poursuivre jusqu'en 2016. Mais nous savons d'ores et déjà que les planètes comme la Terre sont nombreuses. Serons-nous bientôt en mesure de l'affirmer ? Nous ne sommes peut-être pas la seule forme de vie dans l'univers.